All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, CIG a diffusé sa première émission Calling All Devs. Dans ce nouveau format, Discolando sélectionnera les questions les plus votées sur le Spectrum et contactera directement par Skype les développeurs les plus aptes à répondre à chacune des questions. Bon, pour la première émission, les questions ont été sélectionnées par Discolando, donc c'est pas très riche en informations. David Haddock nous a confirmé ce qu'on savait déjà, si tous les joueurs de Star Citizen achètent un terrain de 64 km² sur une lune de Stanton, ils auront encore de la place à se partager. Ensuite, Matt Sherman nous a expliqué le double sens qu'il y a au terme modularité, car Discolando trouve que ça peut être ambigu. La modularité côté joueur, c'est la capacité qu'on aura à personnaliser les composants de nos vaisseaux, et la modularité côté développeur, c'est juste la nécessité de rendre réutilisables et assemblables certains éléments techniques du jeu. Voilà, pas sûr que la clarification était nécessaire. Ensuite, Calix Renault nous a montré une ébauche du futur système de sélection d'actions. Au lieu d'avoir une liste verticale d'éléments, on aura un menu circulaire. Pour être honnête, je me fais la réflexion que maintenant en le voyant, mais c'est dommage qu'il soit pas parti là-dessus directement. Parce que des jeux qui emploient ce genre de menu, que ce soit pour sélectionner des répliques, des items ou des actions, il y en a un paquet, et ça fait longtemps que ça a fait ses preuves. Ensuite, Todd Papy, au bureau de Steve Bender, n'a pas pu répondre à la question qui aurait dû être posée à Steve. Pour finir, Eric Kieron Davis nous a juste confirmé que le rework du 300i est prévu, mais sans donner de date. Alors, pour ce qui est du format de l'émission, c'est plutôt bon, mais par contre j'espère que les backers vont voter pour des questions un peu mieux que celles que Disco a choisies pour ce premier épisode, parce que pour l'instant, c'était pas très riche en informations. Le lore post de mardi était une retranscription du témoignage du lieutenant-colonel Liam Neeley. Lors d'une mission de reconnaissance dans un système Vandoul, dont le nom n'est pas précisé, un groupe de Vandoul a attaqué son équipe. La bataille qui a suivi a tourné au massacre, et même si l'équipe du lieutenant-colonel Neeley est parvenue à détruire un Vandoul driller, il a dû s'éjecter de son vaisseau avant d'être tué. Après un petit passage dans la carcasse du driller, il a fini par en sortir pour se rendre compte que l'espace avoisinant était constellé d'épaves, qu'aucun vaisseau ami n'était dans les parages et que ses réserves d'oxygène diminuaient rapidement. En cherchant parmi les débris pour trouver des bouteilles d'oxygène, il a fini par trouver un Gladius dont le cockpit était ouvert et les instruments de survie intacts. Il s'en est donc servi pour survivre le temps que son message de détresse parvienne à la flotte et que les secours arrivent. Il y a vraiment quelque chose de louche dans cette histoire. Une mission de reconnaissance suffisamment armée pour parvenir à détruire un vaisseau capital Vandoul, le mec qui a le temps de se faire une balade dedans après son éjection, un Gladius tout seul comme ça avec le cockpit ouvert et les instruments de survie qui fonctionnent. Je pense que l'armée et Neeley ont tous deux intérêt à ne pas dévoiler certains détails de cette histoire. Je pense que pour l'armée, la mission a été un massacre, donc ils veulent l'enjoliver. Et pour Neeley, le coup du Gladius trouvé intact avec le cockpit ouvert, oui, certainement, mais peut-être aussi qu'il a préalablement fait un coup foireux afin d'inciter son occupant originel à en sortir pour le lui voler. Si je suis aussi suspicieux, c'est dû à la forme du lore post. Le lieutenant-colonel Neeley ne raconte pas son histoire d'une traite. Régulièrement dans le texte, une porte-parole de l'armée, nommée Victoria Hutchins, raconte une partie de l'histoire de Neeley à sa place, comme si on avait besoin d'aiguiller son discours, et c'est mis en valeur par le changement de couleur de la police. Il est dit que Neeley est de retour sur sa planète pour y passer du temps avec sa femme et ses gosses. À mon avis, c'est ce qu'on lui a promis, à condition qu'il raconte bien aux médias ce qu'on lui a demandé de raconter. Hormis ça, concernant les infos sur le jeu, on se doute désormais que les bouteilles d'oxygène seront des objets ramassables, et qu'en chercher sera peut-être nécessaire en attendant des secours. Mercredi, on a retrouvé Mark Abent pour un épisode de Bug Smashers. Pour le coup, ça traitait pas d'un bug, mais d'une petite optimisation nécessaire. Le morceau de code pour charger une nouvelle entité dans le jeu, l'initialiser comme étant un vaisseau, et le faire apparaître, ça prenait du temps si l'entité était un truc assez costaud comme un gros vaisseau. Et le problème, c'est que ce morceau de code était exécuté de façon bloquant. Si ce morceau de code prenait 5 secondes à s'exécuter, les lignes de code suivantes ne s'exécutaient que 5 secondes plus tard. Donc ça bloquait le flow d'exécution principal du code, ce qu'on appelle en anglais le main thread, et concrètement, ça bloquait l'exécution de tout le reste du jeu. Ce que Mark a fait, c'est arrêter d'utiliser la fonction block_spawn_entity, qui nécessite de vérifier son résultat et d'appeler une autre fonction selon le résultat obtenu. À la place, il a utilisé une nouvelle fonction, spawn_entity, qui prend en paramètre ce qu'on appelle une fonction de callback. Une fonction de callback en informatique, c'est une fonction qu'on va passer en paramètre à une autre fonction. Donc quand l'autre fonction aura fini d'exécuter son code à elle exécutera le code de la fonction qu'on lui a passé en paramètre. En l'occurrence, dans le code de Mark, quand la fonction pour spawn une entité aura fini de travailler, elle exécutera le code de la fonction qu'on lui a passé en paramètre, c'est-à-dire une fonction qui va initialiser cette nouvelle entité comme étant un véhicule. Et si j'ai bien compris, en C++, ce genre de fonction va s'exécuter dans un autre fil d'exécution que le fil d'exécution principal. Du coup, ces deux fils d'exécution seront exécutés en parallèle et le jeu sera plus bloqué. Si vous voulez comprendre ce qu'est la programmation multithreadée et les fonctions de callback, je vous mets 2 liens dans la description.
Jeudi, l'émission Around the Verse est revenue sur les vaisseaux. Alors je vais pas tout couvrir parce que l'émission fait quand même 56 minutes et que j'ai plein d'autres choses à dire après, et surtout parce que les deux premières parties de la vidéo, c'est une présentation des développeurs et une explication de Chris Roberts sur leur inspiration pour les vaisseaux. Donc je vais plutôt passer directement aux deux dernières parties. Discolando nous a fait un petit update sur l'évolution des vaisseaux en production depuis début décembre. En phase de modélisation, on a la refonte du Mustang Alpha, l'Idris et le 600i. En phase de White Box, on a que le F8 Lightning. En phase de Grey Box, on a le Constellation Phoenix, le Hurricane et le Vandal Blade. En phase de finalisation artistique, on a l'Avenger et l'Eclipse. Et en phase de préparation de vol, on a le Razor, le Terrapin, le Reclaimer et le Cyclone. Donc si vous vous demandez quel vaisseau on aura dans la 3.1, ce sera sûrement ceux-là. Et enfin, le Hammerhead est passé dans sa phase de kit bashing pour l'intérieur. Je sais pas du tout à quoi ça correspond dans leur pipeline de production. La dernière partie de l'émission a présenté le Razor, un vaisseau de course construit par Misk. Ce vaisseau est évidemment inspiré d'une Formule 1 et plus précisément d'un des concept art de Nathan Priestley, un artiste de CIG. Il a pas mal changé depuis sa première présentation. Comme ses animations d'entrée-sortie du cockpit sont repris du M50, il fallait que le vaisseau soit aussi fin au niveau du cockpit. Donc en fait, ils ont affiné tout le vaisseau pour le rendre plus élégant et rendre sa silhouette plus élancée. Au final, le design du Razor jure totalement avec les autres vaisseaux de Misk, au design plus industriel et aux courbes bien plus prononcées. Dans le lore, il est expliqué que c'est dû au partenariat de Misk avec les Xi'an. La verrière du cockpit devait s'ouvrir de façon classique, mais en fait il sera composé de 4 plaques en verre qui sortiront de la coque pour se refermer sur le joueur. L'intérieur du cockpit devait également être inspiré d'une Formule 1, mais il ressemblera plus à celui d'une voiture de luxe, confortable, avec un siège ergonomique et des accoudoirs pour le joystick et la manette de pousser des gaz. Enfin, au niveau de ses performances, si le M50 est plus ou moins l'équivalent d'une voiture de rallye, le Razor est plus une Formule 1, plus rapide mais beaucoup moins manœuvrable. Vendredi, l'émission Reverse the Verse a reçu un invité de marque, Jeff Zanelli. Si vous le connaissez pas, c'est le compositeur des musiques de Squadron 42, et avant ça, il a énormément travaillé avec Hans Zimmer, notamment sur Pirates des Caraïbes, Pearl Harbor, Le Dernier Samouraï et la mini-série The Pacific. Il a rencontré Chris Roberts sur le tournage de son film Outlander, et il le connaissait déjà grâce à ses jeux Wing Commander. Il essaye d'ailleurs d'être aussi ambitieux que lui dans ses compositions. Sa principale inspiration pour les musiques de Squadron 42, c'est le jeu en lui-même, donc ses compositions devraient être assez uniques. On aura des musiques uniques pour chaque situation, pour chaque personnage, et les Vandals aussi auront leur thème. Pour le reste de l'émission, c'est surtout beaucoup d'explications sur sa façon de travailler et on pourrait faire une vidéo d'1 heure rien que là-dessus. Mon seul petit regret vis-à-vis de cette émission, c'est qu'on aurait dû avoir un Reverse the Verse avec Clive Johnson concernant le netcode. À mon avis, ils l'ont pas fait parce qu'actuellement il a beaucoup trop de boulot. Vendredi, Crytek a répondu concernant la demande de CIG à la Cour de Californie de rejeter la plainte de Crytek. Comme pour les fois précédentes, le youtubeur Leonard French a analysé la réponse. Alors, je me suis efforcé de regarder son stream d'1 h 30, 2 fois, avec en plus des retours en arrière pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il racontait. Clairement, 3 heures de droit en anglais, voilà, j'ai un peu saturé sur la fin, donc mon résumé sera pas exhaustif. Donc, il estime qu'il y a effectivement des points où CIG pourrait avoir merdé et où la plainte de Crytek serait justifiée. Par exemple, le fait que CIG n'ait pas fourni à Crytek les améliorations apportées au CryEngine pourrait être une violation de contrat. C'est d'ailleurs l'argument que Leonard French trouve le plus solide. Avoir montré du code dans les émissions de Bugsmatcher et en avoir fourni à Faceware également. Utiliser les compétences techniques acquises grâce au CryEngine sur un autre moteur. Encore là aussi, le statut de Squadron 42 est pas clair dans l'accord. Une fois il est dit que ça doit être une fonctionnalité de Star Citizen et une autre fois que c'est un jeu séparé. Donc selon comment c'est interprété, ça pourrait aussi être une violation de contrat. Donc ils ont quelques déclarations qui tiennent la route. Par contre à côté de ça, ils disent aussi des trucs qui tiennent pas. Par exemple, ils sont toujours dans l'idée que CIG doit utiliser le CryEngine et seulement le CryEngine. Et pour justifier ça, ils sortent le cas de jurisprudence que CIG avait utilisé pour sa défense, et la définition de ce qu'est une licence exclusive. Deux arguments qui vont totalement dans le sens de CIG et pas dans le leur. Pour justifier encore plus leur revendication à ce niveau-là, ils sortent également une autre clause du contrat qui dit soi-disant que CIG ne peut pas utiliser un autre moteur. Alors qu'en fait cette clause dit juste que CIG ne doit pas développer de moteur qui ferait concurrence au CryEngine. Et Leonard French le dit lui-même, c'est vraiment pas malin comme manœuvre parce que s'ils interprètent ces clauses-là comme ça et que ces clauses-là sont dans tous les contrats qu'ils passent avec tous leurs clients, ça va être dissuasif pour leurs futurs clients justement. Dans le registre des trucs douteux, on a ça, ils maintiennent que Robert Space Industries, bien que n'étant pas noté dans les signataires du contrat, ils le disent eux-mêmes, est quand même signataire, parce qu'ils ont approuvé la signature de par leurs agissements après coup, ça ok, mais aussi parce que dans une annexe du contrat qui fait 30 pages, on a Robert Space Industries au-dessus de la signature de Chris Roberts. Cette annexe en question, c'est les termes et conditions de Autodesk, un outil informatique développé par l'entreprise du même nom, que Crytek utilise dans le CryEngine, et qu'un utilisateur final du CryEngine utilise aussi. Pourquoi ça concerne également Robert Space Industries spécifiquement ici? Est-ce que ça étend la responsabilité de Robert Space Industries au reste du contrat? Leonard French n'en sait rien. Crytek déclare aussi que si la Cour statue que Robert Space Industries ne fait pas partie des signataires, alors ça renforce leurs revendications concernant une violation de copyright. Parce que si Robert Space Industries n'était pas signataire, ils n'auraient pas dû avoir accès au code du CryEngine.
Oui, c'est juste, mais du coup, c'est quoi leur revendication à Crytek? Que Robert Space Industries est signataire ou pas? Ensuite, Crytek considère toujours Squadron 42 comme un jeu à part entière séparé de Star Citizen. Alors oui, la mention Robert Space Industries une fois dans une annexe du contrat, c'est capital, mais que Squadron 42 soit indiqué une fois comme faisant partie du sujet du contrat, non, c'est pas important pour Crytek. Comme l'a dit Leonard French, c'est deux revendications différentes, c'est la même argumentation à base de ça apparaît qu'une fois, mais dans des sens différents pour voir que ce qui les arrange. Enfin, concernant la clause déclarant que les deux parties s'engagent à ne pas demander de dommages et intérêts en cas de violation de contrat, Crytek pense que la cour devrait pas accepter une clause pareille parce que c'est trop douteux. Voilà, ils l'ont signé mais c'est trop douteux. Conclusion de Leonard French, Crytek a bien des points à faire valoir dans cette histoire, et il raconte aussi beaucoup de trucs qui tiennent pas. Les deux parties ont merdé au moment de la rédaction du contrat, car il est quand même plein d'ambiguïtés qui laissent libre cours à l'interprétation des co-contractants. CIG et Crytek auraient dû y passer plus de temps. Résultat, ça sera au jury et aux juges de trancher en se basant sur des preuves fournies par Crytek et CIG, comme des mails, des événements, des témoignages et les précédents contrats de Crytek. Pour Leonard French, en fait, la principale chose qui ne va pas dans l'angle d'attaque de Crytek, c'est qu'on sait pas trop ce qu'ils veulent. Parfois, ils revendiquent une violation de contrat, parfois une violation de copyright, et c'est précisément ce qu'il a déjà vu en cours de justice. Et ce que Crytek appelle des violations de copyright, ça semble être en fait des violations de contrat. Et selon Leonard French, non seulement on condamne jamais pour les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre, mais c'est également pas puni avec la même sévérité. Une somme versée pour violation de contrat aura pour but de réparer les dégâts commis s'ils sont prouvables, car les violations de contrat ne font pas toutes des dégâts. Une somme versée pour violation de copyright, en revanche, aura bien plus pour but de punir. Selon lui, ça va aller au procès et le jugement dépendra de ce que les parties prenantes pourront produire comme preuve. Il donne également un ordre d'idée de la sanction financière qui pourrait tomber. Vu la somme impliquée dans le contrat, 1 850 000 €, et si ça reste cantonné à des violations de contrat, l'argent perdu par l'une ou l'autre des deux parties pourrait être de l'ordre de quelques millions de dollars. Selon lui, dans cette histoire, personne ne sera puni au point de devoir mettre la clé sous la porte. J'espère que l'avenir lui donnera raison. Samedi, CIG a mis à jour la page de son site concernant le statut du développement du jeu. À mon avis, début décembre, ils ont séparé le code du jeu en deux branches. La branche de code visant à sortir la 3.0 pour Noël et l'autre branche pour le reste du développement du jeu. Quand il faut refusionner deux branches de code en une, ça prend du temps et ils ont fini de le faire que cette semaine. Ils vont désormais se concentrer sur des optimisations au niveau des armes, de l'IA, des missions, des véhicules, du range culling qui devrait arriver pour la 3.1 et sur l'élaboration d'un système de mesure des performances pour mieux identifier les problèmes en jeu. Enfin cette semaine, le projet vient de passer la barre des 167 millions de dollars. Cette émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu parce que j'ai quasiment passé mon week-end. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien citoyens.